l'idée d'être en direction d'un musée, c'était pour moi de me sentir dotée d'éléments de gestion par rapport à notamment la gestion comptable en collectivité territoriale. On a un vocabulaire, hein, la M14, la fameuse M14. Voilà, je me sentais autonome et dotée de ces compétences pour pouvoir passer l'idée de prendre une direction de musée avec la gestion ressources humaines que j'avais développée par ailleurs, par d'autres expériences, mais vraiment d'être dans l'autonomie hein, par rapport notamment à des aspects comptables. Je pense qu'il fallait quelques années hein, pour pouvoir acquérir, être en capacité d'être dans une réciprocité avec nos collègues au niveau service administratif, hein, puisqu'on a un petit peu cette tendance à ne pas se connaître ou pas vouloir se connaître des fois. Donc trouver le champ de la rencontre, hein, voilà, parfois il faut soi-même faire ce chemin et aller chercher l'information et essayer de pouvoir être autonome, me semble-t-il. Donc gestionnaire, je dirais gestion bien sûr ressources humaines, hein, avant tout, gestion d'équipe, gestion financière, gestion technique, matérielle. Ça c'est vraiment les aspects sur, je dirais, sur des grandes lignes de direction d'établissement. Alors au musée à Saint-Brieuc, pour le présenter, donc je l'ai dit, nous sommes sous la tutelle donc de la régie municipale ville de Saint-Brieuc. Nous avons 8 personnes aujourd'hui au musée. Nous sommes dans une période de transition aussi, puisque quand on questionne le territoire, on re-questionne aussi les budgets. Vous l'entendez, toutes les collectivités territoriales sont aujourd'hui dans des contractions financières assez drastiques, avec des applications concrètes. Aujourd'hui, pour nous au musée, notamment sur les postes de régie technique, puisque tout à l'heure on a parlé de chargé de collection. Parfois, on peut entendre ce terme aussi de régisseur de collection, hein, mais la régie technique est un autre pan d'activité au musée. Et puis, un autre poste qui a été concerné par ces gels de poste, c'est le poste de service des publics. Hein, ce qui fait qu'on avait proposé éventuellement de pouvoir illustrer avec le service des publics, mais voilà, dans nos institutions, malheureusement, on n'est pas très bien doté, où on essaye temporairement d'être doté, voilà, avec des postes. Mais on peut en parler et parler de formation, bien sûr. Mais voilà, pour vous dire, donc 8 personnes, en citant les fonctions d'accueil et de surveillance. Tout à l'heure, vous avez été accueilli par Madame Lenel, qui vous a fait rentrer au musée. La gestion administrative, ça c'est extrêmement important. Tout à l'heure, j'évoquais le fait de peut-être pas bien se connaître dans les collectivités territoriales. Donc c'est Madame Madec qui vous a accueilli également sur Paillet, Sylvie Madec, hein, qui a cette responsabilité, hein, qui a une connaissance qui est vraiment un rond-point giratoire dans le musée. Elle connaît tout le monde. Elle, voilà, de par aussi son parcours professionnel, hein, 33 ans de métier. Et dans cette institution, donc elle connaît très très bien la collectivité. Donc j'ai cité le régisseur technique. Je pense bien sûr au personnel d'entretien. Qui ne sont pas forcément sous la direction, je t'aurais recalculé, sous la direction, puisqu'on vient d'avoir un petit changement, mais en tout cas c'est extrêmement important d'avoir un bon rouage, notamment sur les personnels d'entretien. Nicolas s'est présenté, et voilà, on a fait le tour de l'équipe ici à Saint-Brieuc. Moi, du coup, pour rebondir par rapport à ce qui vient d'être présenté sur le musée de Saint-Brieuc, donc là vous avez plutôt l'éco direction, je le mets en haut, parce que du coup on est dans un schéma pyramidal comme ça, avec une direction. Le musée, en tout cas, ce qui s'est construit, ce qui a vraiment été renforcé au début du XXIe siècle avec la loi musée, notamment, c'était de penser les musées avec deux grands pôles. Un pôle qui est la collection, donc du coup, moi que j'incarne le chargé des collections, donc il va avoir un certain nombre de missions complètement liées à ce qui est le cœur du musée, qui est donc la collection, et un deuxième grand pôle qui ont été les médiateurs, chargés de médiation, responsables des publics. Donc voilà, donc c'est vrai que beaucoup d'équipes de musées sont construites, alors même si on ne va pas retrouver forcément une personne à chaque endroit, les musées sont pensés quand même comme ça, hein, une direction, un pôle collection, un pôle médiation.
c'est quand même en train de bouger. C'est quand même en train de bouger. Il y a des musées qui sont entre guillemets à la pointe, en tout cas qui remettent ça en question et du coup qui font bouger ces lignes-là. Mais l'essentiel des musées français sont pensés comme ça. Donc du coup, pour faire écho à ce qu'a dit Elisabeth, sur cet étage, sur ces pôles, que ce soit de la médiation ou des collections, on va être beaucoup plus technicien. On va être beaucoup plus dans les savoir-faire. Donc du coup, là, ça fera écho à ce qu'on partage totalement avec Christelle dans nos missions et dans ce qu'on fait au quotidien. Donc savoir plus technique, donc c'est-à-dire qu'on va se poser la question de comment on gère une collection. Donc c'est-à-dire qu'avoir 18 000 objets patrimoniaux dans un lieu avec une partie exposée, une partie non exposée, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on suit ces objets? Comment on fait en sorte qu'on puisse les garder de manière pérenne? Donc on va mettre en œuvre tout ce qu'on appelle les règles de conservation préventive. Donc ça va être de manière très concrète, attribuer un numéro à un objet, cet objet, avoir un suivi informatique de cet objet, dans une boîte, dans quelle boîte on va le ranger, selon quelles normes. Donc là aussi, c'est des choses qui bougent, donc de la veille professionnelle, oui, toujours. Charger des collections, qu'est-ce que ça recouvre? La vie des œuvres. Donc dans ce qui est la vie du musée, ça va être les prêts, les expositions. Donc en effet, quand je dis on en fait sortir une partie, donc soit dans le musée, soit vers d'autres musées. Tout ce qui ne sort pas, c'est en réserve. Des réserves, vous savez qu'on les met, comment on les gère. On a des questions de climat qu'on se pose. Donc voilà, tout ça, ça va être des savoirs extrêmement techniques avec lesquels on a besoin de travailler en réseau pour partager, pour échanger sur ces savoirs. Voilà, sur de la gestion des collections, grosso modo, ce que ça recouvre. Je pense que je me réserve peut-être une partie un petit peu plus tard pour dire tout ce qui change en ce moment par rapport à notre métier, comme il a été dessiné sur la fin du 20e, début du 21e, et ces fameuses manières dont les lignes bougent actuellement. Ça, peut-être, on y revient après. Je pense que sur la fin des années 2000, là, maintenant, actuellement, pour plein de choses qui se mettent ensemble, mais en tout cas, la définition du patrimoine a extrêmement changé, ça a extrêmement bougé. Pour revenir le point de départ de votre question, oui, je pense qu'il faut avoir les yeux qui brillent, il faut avoir des choses qui sont moteurs et savoir pourquoi on est là, en effet, parce que des fois, la question se pose. Ou on se pose la question. Mais donc du coup, oui, moi, pour revenir sur cette question du rapport au patrimoine, je pense que la manière de définir le patrimoine a changé. Donc, vous êtes dans la transmission. Je suis beaucoup plus, et quand je disais tout à l'heure, j'ai eu un rapport sensible à l'anthropologie, c'est que l'anthropologie m'a amené ça. C'est-à-dire que je vais être plus dans cette construction, dans ce faire avec, c'est-à-dire que le patrimoine, non pas peut-être voir le musée comme un instrument de pouvoir qui va déterminer du patrimoine et le transmettre à d'autres, mais voir comment justement de manière inclusive on va pouvoir déterminer ce patrimoine, comment on le définit. Finalement, à une époque, c'était des gens qui avaient le pouvoir et qui disaient qu'ils avaient le pouvoir de déterminer le patrimoine, ça veut dire finalement comment on le partage, comment on le rend plus égalitaire, plus équitable entre les différentes voix des gens qui peuvent se prononcer sur ce qu'est le patrimoine. Et tout ça, ça fait éminemment écho à un certain nombre de révolutions, donc notamment numériques, qui arrivent. Et quand je dis on est dans la machine à laver, c'est ça aussi, c'est-à-dire que pendant des dizaines, des centaines d'années, le musée a été le référent du savoir. Voilà, le musée savait, et on allait au musée pour savoir ce que le musée avait à nous apprendre. Maintenant, on a Wikipédia. Un musée, qu'est-ce qu'il fait avec Wikipédia? Alors, Wikipédia, on jette à la poubelle, on fait avec, on travaille avec eux. On prend nos deux mains et puis on rédige sur Wikipédia parce que nous, on sait. Et en même temps, les autres, ils peuvent effacer. Donc cette question du sachant est complètement retournée, bouleversée. La question de celui qui fait aussi est complètement retournée. C'est-à-dire que nous, on est des petites équipes, et il y a des gens, des dizaines de gens qui sont prêts à venir faire avec nous. Alors que ce qu'on leur dit, non, nous on sait, vous faites ce que vous voulez faire, et puis nous on va faire notre expo à 3 parce que nous on sait faire, parce qu'on a la formation, voilà. Et donc ça c'est des révolutions, et je pense que on a cette question-là. Mais quand je dis on a la question de la médiation, c'est ça aussi, c'est-à-dire que pourquoi faire des médiations de sachants alors qu'on vit dans des écosystèmes avec des sachants et des gens qui ont envie de partager. Donc là aussi, le rôle du musée, le rôle classique de la médiation et du sachant autour des collections,
il est interrogé, ou en tout cas, l'extérieur du musée nous oblige à le faire bouger, quoi. Et là, du coup, ça redessine nos métiers, ça redessine ce qu'est le musée, et ça redessine ce qu'on fait dans notre métier, et comment on positionne le musée, soit sur son territoire, soit par rapport à la population. Mais du coup, tout ça, c'est en train de bouger, et nos métiers avec, quoi. Et, vous savez qu'on parle de Wikipédia, mais on parle de l'open data. L'open data, un musée, qu'est-ce qu'il fait avec l'open data? Nous, on a des données, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut les libérer? Alors, il y a plein de musées qui sont frileux, qui disent non, surtout pas. Nous, on sait, on vous dit, donc on garde ça et puis on vous explique. Ouais, d'autres musées qui disent non, on ouvre tout, faites ce que vous voulez avec, et puis on est curieux de savoir ce que vous voulez faire avec. Oui, alors ça, est-ce que c'est possible juridiquement? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ouais, donc tout ça, c'est des questions qui nous arrivent, qu'on se prend comme ça sur les 10 dernières années, hein, j'ai envie de dire. Et sur la réforme du droit, sur la communicabilité des documents, ça c'est quelque chose, quand on parlait tout à l'heure de veille, ça c'est quelque chose qui est très important dans nos métiers. Je pense à nos collègues en archives. Il y a eu 2007, ça a été une année importante où il y a eu des restrictions, ou alors on a élargi des communicabilités de documents, c'est-à-dire qu'un conseil municipal, normalement, toute délibération doit être accessible quelques jours après, une fois que ça a été validé et reçu par la préfecture. Donc voilà, ça a été vraiment des changements. Donc ça, il faut se tenir informé. Alors pour répondre à la question, c'est pareil, les yeux qui brillent. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui, tous les jours, amène à retrouver l'énergie, la motivation pour revenir en gestion d'un établissement, pour ce qui me concerne. Et c'est l'interdisciplinarité. Je crois que vous l'avez entendu, réentendu, réentendu. En tout cas, c'est ce qui fait la variété de nos interlocuteurs. On va passer du plombier, parce qu'on a un problème dans le sanitaire et on a une classe de 30 élèves qui arrivent, à un accueil en allemand, parce qu'on a le jumelage, le comité de jumelage, la LGV qui arrive en région Bretagne, eh bien, le club TGV, de pouvoir aller discuter avec nos collègues de l'Office de tourisme, puisqu'on a cette dimension aussi sur un territoire, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des primo-visiteurs, puisqu'on les appelle ainsi, ceux qui vont venir pour la première fois sur le territoire. Qu'est-ce qu'on leur raconte de notre territoire? Donc parfois, la clé d'entrée, c'est le musée. Qu'est-ce qu'on donne à voir? Donc c'est des questions qui nous ont amenés notamment à remanier ce parcours-là que vous pourrez découvrir tout à l'heure, ou revenir le voir, et sur des actions qu'on peut mener, de se dire qu'est-ce qu'on donne comme image, comment est-ce qu'on se positionne, voilà, sur ce territoire qu'on questionne avec les différentes partenaires. On a évoqué effectivement les amis du musée, Daniel est là, mais c'est vrai qu'on a plusieurs entités, des associations qui viennent travailler sur différentes expositions. Je pense à une exposition comme l'exposition Migration, qu'on avait présenté au musée, une thématique extrêmement importante, en présentant les deux flux migratoires, l'immigration et l'immigration, et de voir un petit peu, c'est une association, c'est les Bistrots de l'Histoire ici en local, qui avait fait tout ce travail de collectage, qui a permis de nourrir un projet à l'échelle régionale, puisque porté par le musée de Bretagne, redessiné ensuite, il a pu revenir dans les différents établissements. Ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc voir de tous ces partenaires, et on a parlé ouverture des données, Wikipédia, on voit bien qu'on a toute cette évolution et ces personnes qui ont envie de donner du temps. On a des jeunes Wikipédiens qui nous ont dit que voilà, on donne du temps à la Croix-Rouge. Eh bien, eux, ils préfèrent donner du temps pour le patrimoine. Voilà, c'est vraiment des rencontres qui marquent et qui, aujourd'hui, dans notre contexte, je dirais, sociétal, mondial, est vraiment intéressant et qui vient nous secouer un petit peu, effectivement, dans nos pratiques. On a monté donc une association des Amis des musées parce qu'on sentait qu'on avait nous, Briochins et Costamoricains, en tout cas, la possibilité d'apporter notre aide bénévole et donner les petits conseils qui permettraient d'améliorer le fonctionnement, bien entendu, mais aussi de s'impliquer quand on est à la retraite. Et à ce titre, je voulais dire que c'est dommage, c'est que nous, aujourd'hui, on est 50 ou 60 adhérents, mais en fait, on a mis une cotisation pour les jeunes à 10 € au lieu de 15 € et on n'a aucun jeune. Donc, ce qui fait qu'on a même supprimé la ligne d'accessibilité aux jeunes dans l'association. Alors, c'est un premier cri au secours en disant, si vous voulez connaître le musée, la meilleure méthode, c'est de rentrer d'abord dans la société des amis du musée, qu'ils soient à Lamballe, à Dinan ou à Saint-Brieuc. C'est une bonne méthode de connaître
par l'intérieur, le vécu des jours difficiles d'Elisabeth quand elle a du personnel à gérer et qui a une entorse ou un petit accident. Le parcours également quand il y a des bénévoles qui viennent et que la table n'est pas tout à fait préparée pour pouvoir remplir les cases, remplir les fiches qui correspondent. Donc là, vous verrez de l'intérieur, effectivement, quelles sont les vicissitudes de ce métier. Alors, à part ça, nous, on a un petit déficit quand on est ami du musée, c'est qu'on vient de parcours très différents. Moi, j'ai eu la chance de faire une année d'histoire de l'art. Après, je suis parti sur le patrimoine immobilier, patrimoine bâti. J'ai eu la chance de gérer des immeubles qui appartenaient à la famille Baltard, Bouchon et Say. Donc j'ai un acquis qui me faisait reconnaître un petit peu l'art, peut-être pas celui qui est transportable, mais celui qui est bien un physique. Et quand on arrive à un moment donné de sa vie, on se dit on a un petit virage et on peut se mettre à votre disposition pour apporter un savoir qui peut être artistique, culturel, technique, informatique, bricoleur. Je crois que c'est aussi un bon moyen d'accéder. Je crois que Du temps. Alors, c'est vrai que quand on est étudiant, quand on est en train de préparer un master, on n'a peut-être pas trop de temps. Mais c'est relativement léger quand on sait un peu s'organiser. Moi, j'ai passé ma licence de droit le soir. C'était sûrement une autre époque. Mais vous voyez qu'on peut avoir plusieurs parcours dans une vie, et même quand on est sur un circuit universitaire, on peut aussi donner un peu de son temps dans les associations. Moi, j'ai passé 35 ans à Kendar, dans la commission costume. Donc aujourd'hui, de temps en temps, je peux vous aider quand vous avez besoin d'une identification de costume. Puis il y a d'autres qui vont se passionner dans d'autres associations, et je vous dis que c'est vachement agréable de rentrer dans des associations et le faire fonctionner. Donc je sais que vous en avez besoin en ce moment et je suis très content d'avoir participé à votre soirée. Avant tout, je crois qu'au musée à Saint-Brieuc, on a eu un service du public qui a été doté de 2 personnes à un moment donné. On a développé des actions, je pense que des services des publics, on pourrait en parler, mais il y a différentes teintes de services des publics. On peut faire des choix. C'est-à-dire ici, on avait fait un choix, c'est de rendre autonome dans sa visite l'adulte, qui soit accompagné d'enfants ou pas, mais en tout cas qui retrouve sa place d'adulte dans sa visite familiale. Donc pour ça, du coup, on a pris ce principe-là et on s'est dit, tiens, on va développer des amusettes, des petites boîtes pour venir découvrir de façon ludique, avec des loupes, etc. Mais de rendre chaque personne autonome dans sa visite. Et on a appliqué la même chose au niveau éducation nationale, c'est-à-dire que un de nos partenaires les plus favorisés, effectivement, c'est l'éducation nationale. On recevait beaucoup de groupes, notamment en classe, mais c'était aussi l'intérêt de monter en puissance et de monter en autonomie des enseignants. Et on a fait l'expérience sur 5 mercredis après-midi, donc sur du temps personnel des enseignants. On a fait des stages qu'on appelait découverte du musée. Comment je peux embrasser une œuvre d'art, comment est-ce que je peux la lire, comment est-ce que je perçois une photographie, l'objet photographique. Donc on avait fait plusieurs thématiques et on a fait complet à chaque fois les 5 ateliers. Donc on répondait bien à une demande d'autonomie des enseignants, de ne pas forcément avoir un médiateur sachant qui accueille de façon stéréotypée une visite, mais qu'on soit sur la construction d'autre chose. Et dans l'espace ici, vous avez le working progress que Nicolas a installé tout à l'heure avec Gwendal Monnier, le régisseur technique. C'est pour samedi soir, dans le cadre de la nuit des musées, puisque c'est la nuit européenne des musées, 13e nuit. On va présenter un projet pédagogique qui porte le nom de projet éducation artistique et culturelle, puisque aujourd'hui un élève, tout au long de son parcours, doit être à la rencontre de la création, qu'elle soit sonore, musique actuelle, cinéma, photographie ou art plastique. Et donc on a travaillé avec le lycée Chaptal cette année, puisque du coup c'est une convention, 3 partenaires, l'éducation nationale, donc un lycée, un collège. Donc là on a travaillé avec le lycée Chaptal cette année, un artiste, Gilda Chassebeuf. Donc vous avez des œuvres de Gilda qui sont présentées ici, sur ce pupitre. Et puis une institution culturelle, donc le musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc. Donc on a signé une convention et on a à la clé des subventionnements de la part de l'État. On a reçu sur ce projet-là la moitié de financement sur ces projets. C'est une partie de la réponse, c'est-à-dire qu'on est en train de changer aussi complètement les logiques des projets,
puisqu'on va être dans la dimension de projet pour tout. Et ça veut dire que de l'argent, on peut en trouver. Ça veut dire qu'il faut être dans des anticipations, hein, c'est ce qui est difficile dans nos gymnastiques du quotidien. Il faut être dans une anticipation d'année N-1, -2, pour avoir une vision, une vue, et aller chercher les crédits, puisqu'aujourd'hui, ce sont plutôt des appels à projets. Je pense là, en ce moment, la région Bretagne a lancé un appel à projet qui s'appelle Neptune sur le patrimoine sous-marin, le patrimoine archéologique sous-marin. C'est pareil, à la clé, il y a des financements, mais c'est de la constitution de dossiers, d'essayer d'avoir une vision à long terme sur les politiques patrimoniales que l'on mène dans nos établissements. Donc, il y a des nouveaux modes, des nouveaux moyens, hein, de fonctionner. Il faut repenser véritablement nos actions. Et cette action qu'on va présenter samedi soir, elle est intéressante puisque ce n'est pas une visite. Ça a été des visites, puisque c'est 2 classes de seconde qui ont été concernées, donc 80 élèves qui ont eu au total 80 heures d'interface avec Gilda Chassebeuf, donc en tant qu'artiste, hein, qui partage tous ces douces, ces crayonnés. Et ce que vous avez derrière, là, c'est les crayonnés des élèves. Ce sont les élèves du lycée Chaptal qui seront là samedi soir pour présenter un petit peu ce qu'ils ont vécu. Et donc là, on voit sur un projet d'éducation artistique et culturelle qui porte sur toute l'année, on ne peut pas en faire beaucoup, parce qu'effectivement, ça demande du temps, de l'accompagnement. Hein, avec un personnage clé dans une institution culturelle, c'est l'enseignant relais, un enseignant qui a 3 heures supplémentaires pour ce qui nous concernait. C'était le mercredi après-midi, hein, où on avait un enseignant malheureusement décédé aujourd'hui, Christian, qui intervenait auprès du musée et qui nous a accompagnés sur le montage de projets. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir tout au long de l'année, hein, ces têtes qu'on revoit, les secondes qui sont venues pour se questionner sur phare et balises, comment est-ce qu'on prend la mer, comment on se repère en mer. Sur l'autonomie des enseignants, on a ces petites ressources pédagogiques qu'on peut valoriser. Donc vous voyez, c'est quelque chose qu'on a fait grâce à l'imprimerie municipale ici en interne à Saint-Brieuc, qui présente comment, à la lecture de la réforme du collège, par exemple, hein, où on est sur les croisées des données et de l'interdisciplinarité, on montre un petit peu ce que le musée peut offrir dans son parcours permanent, hein, ce qu'on peut y trouver, ce qu'on peut y faire, la forme, la couleur, sur justement les habitats, les métiers, sur les aspects plutôt régionaux, etc. Donc on avait développé plein de pistes pour que les collègues enseignants ici sur le territoire puissent se saisir, hein, de l'outil et constituer leurs propres visites, leurs propres documents, éventuellement de documents support. Il y a des écoles de muséologie quand même, hein, et, enfin, du coup là je me mets plus sous la houlette d'une école de muséologie, notamment en Suisse et plus précisément à Neuchâtel, qui a fait une série d'expérimentations en exposition où qui voyait plutôt le patrimoine comme une espèce de matière avec laquelle on pouvait jouer, qu'on pouvait s'approprier et dont on pouvait faire différentes choses, dont les expositions, mais dont plein d'autres choses, quoi. Et c'est vrai que du coup, d'aborder la question du patrimoine par l'appropriation, donc du coup, voir l'appropriation ludique, enfin, du coup, on rebondit sur samedi. Samedi, nous, on propose un coding goûter pour la nuit des musées. Un coding goûter, c'est quoi? C'est on invite des enfants, des familles à venir construire un jeu vidéo autour du patrimoine. Voilà, on est dans ces espèces de croisement où le patrimoine est une matière où en même temps il ne s'agit pas de nier ce qu'est le patrimoine, on ne dit pas autant prendre n'importe quoi et puis voilà. Donc non, on reconnaît au patrimoine sa valeur de patrimoine, mais en même temps on va avoir des manières de le travailler, de le déformer, de jouer avec qui vont tendre vers cette appropriation. Et là du coup je trouve qu'on vient retoucher ce qui est le fond du musée et la question de la culture commune. C'est-à-dire que cette culture commune, on va plus non plus être dogmatique en disant voilà ce qu'est le patrimoine et voilà ce qu'il faut en penser, mais plus de dire ben voilà, tout ça c'est à nous, c'est du commun. Voilà, ça c'est notre possession commune, le musée c'est ça, et donc c'est là où ça redevient important de dire qu'on est du public, donc du coup on est du public, on est pérenne, c'est du commun, et ce commun, ben voilà, on peut avoir différents regards dessus, on peut avoir différentes manières de se l'approprier. On gradue pas forcément, elles sont différentes ces manières de se l'approprier, mais du coup on invite tout le monde à dire ce commun, voilà que ce qu'on peut en faire et que ce que vous avez envie d'en faire, et du coup on répond nous à ces différentes envies, quoi. Et ça, et du coup, de voir le patrimoine sous cet angle de l'appropriation, je pense qu'on répond en tout cas à revenir sur des questions générationnelles, parce que du coup ouvrir cette porte de la réappropriation, ça veut dire qu'on n'est plus on dépasse le débat
de la médiation du patrimoine au sens large. C'est-à-dire que classiquement, un musée, ça fait des expos. Ouais, alors si on dit que tout le monde peut se réapproprier le patrimoine, on fait sauter ça. C'est-à-dire que voilà, un jeu vidéo, c'est aussi bien une manière de se réapproprier le patrimoine que l'exposition. Et du coup, on essaye, même si nous, on continue à faire des expositions, et que voilà, c'est important de faire des expositions, il faut défendre ça comme média. Mais le fait de dire on peut faire du jeu vidéo avec du patrimoine, ben, c'est important et c'est une manière de répondre à ça pour moi.